à tous. Soir d'info, seconde partie qui reçoit aujourd'hui Monsieur Jean-Henri Bienvenu Sène. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Ndeye Fatou. Bonsoir Binta. Alors, vous êtes docteur en sciences de l'environnement, enseignant-chercheur à la faculté des sciences et techniques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, également coordonnateur stratégie 2 OAPU. OAP8. OAP8. Et c'est quoi OAP8? Alors, OAP8, d'abord, bonsoir et merci pour cette invitation. C'est tout honneur pour moi d'être sur ce plateau avec vous. Alors, OAP8, pour faire simple, c'est juste un plan d'action de la Fondation MAVA, dans le cadre de sa stratégie 2016-2022, et qui porte essentiellement sur la gestion durable des petits pélagiques. Alors, c'est un plan d'action mis en œuvre par 3 organisations sous-régionales. La première, c'est la Commission sous-régionale des pêches, qui regroupe 7 pays de la sous-région, le Cap-Vert, la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée et la Sierra Leone. Alors, donc, la composante 1, qui est la stratégie 1 relative à l'amélioration des connaissances, elle est gérée donc par la Commission sous-régionale des pêches. La deuxième stratégie, qui est relative au renforcement des capacités, celle-là est gérée par le réseau régional d'aires marines protégées en Afrique de l'Ouest. Et enfin, la troisième stratégie qui porte sur le plaidoyer et la transparence des pêches par le PRCM. Voilà, vous nous avez invité parce que chaque année, le monde célèbre la pêche, c'est le 21 novembre. Alors, vous vous êtes focalisé sur les petits pélagiques. Pourquoi vous vous êtes focalisé sur ces espèces? Alors, les petits pélagiques, parce que c'est le type de ressource le plus accessible pour, disons, le Sénégalais lambda, ou si on veut, à l'échelle de la sous-région, pour les populations, en tout cas les moins nantis. Parce que les petits pélagiques, certainement vous les connaissez, c'est le yaboy marak, c'est le yaboy tas, c'est le kobo. Bien entendu, il y a le diaye, que vous devez connaître aussi. Donc, c'est des espèces qui sont quand même, en tout cas du point de vue économique, assez accessibles. Et donc, qu'on retrouve en tout cas dans le bol de riz de la plupart des Sénégalais lambda. Et puisque c'est des espèces justement accessibles, l'idée c'est de garantir quand même une gestion donc durable de leur stock, mais également une bonne protection de leurs sites critiques pour garantir en tout cas le renouvellement donc de ces espèces-là. Oui, mais justement parlant de ces espèces-là, apparemment, qui deviennent très rares sur le marché parce que nos femmes transformatrices de ces produits-là sont confrontées à ce système de poissons, de farine de poisson que nos étrangers sont en train quand même de s'imposer sur le marché. Est-ce que vous avez, vous, à travers votre association, un système de combat pour au moins faire face à cela? Oui, tout à fait. Alors, c'est tout l'intérêt d'ailleurs de ce plan d'action relatif à la gestion durable des petits pélagiques et de leurs sites critiques. Tout d'abord, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, il y a une composante qui est gérée par la Commission sous-régionale des pêches. Cette composante concerne l'amélioration des connaissances. Pour gérer quelque chose, il faut bien connaître cette chose-là. Et donc, d'où l'idée, en tout cas, d'améliorer les connaissances, en tout cas, sur les stocks de petits pélagiques. La deuxième composante, qui est gérée donc par le réseau régional d'aires marines protégées en Afrique de l'Ouest, elle porte sur le renforcement des capacités, mais là à l'échelle au niveau des aires marines protégées, les AMP. Donc renforcer les capacités des gestionnaires d'AMP, mais également renforcer les capacités des communautés locales qui vivent en contact direct justement avec ces ressources-là. Et enfin, un troisième volet, c'est le plaidoyer, faire en sorte que les décideurs soient en tout cas sensibilisés par rapport à l'importance. Oui, ils savent, les décideurs, mais en tout cas
fois qu'on puisse faire en sorte que cette question des petits pélagiques, qu'elle soit gérée à un niveau en tout cas sous-régional, parce que c'est des espèces aussi qui ont une particularité. Mais justement, elles se déplacent. Vous l'avez dit, c'est toute une économie qui se forme autour de ces petits pélagiques. Est-ce qu'il y a menace autour de cette économie? Ah oui, ces économies. Les menaces, elles sont réelles et vous-même, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est des espèces qui étaient censées être ici en grand nombre, mais qu'on trouve de plus en plus rarement et qui coûtent de plus en plus cher. Pourquoi? Parce qu'il y a raréfaction de la ressource, d'où la nécessité justement... Et qui a créé cette raréfaction? Alors, parce qu'il y a des pêches illicites? Effectivement, il y a la pêche INN, donc illicite, non déclarée, non réglementée. Il y a la capacité de pêche qui est extrêmement importante aussi. Rien que pour le Sénégal, on est, je crois, à plus de 23 000 pirogues donc de pêche artisanale qui ciblent donc ces petits pélagiques. La capacité de pêche, elle est importante. En plus des industriels. En plus, effectivement, des industriels. Et donc, les facteurs, en tout cas, qui ont conduit à la raréfaction de la ressource, ils sont multiples. Mais les leviers à actionner, c'est d'abord, comme je l'ai dit tout de suite, améliorer les connaissances et ensuite utiliser les aires marines protégées comme un levier, comme un outil de gestion des pêches. Les aires marines protégées, il s'agit donc d'espaces marins et côtiers qui ont des limites bien déterminées et où l'exploitation est souvent autorisée, mais sous des formes durables, donc à travers des mesures de gestion qui peuvent garantir la durabilité de la ressource. Mais à quel niveau vous pouvez intervenir? On sait que ça incombe à l'État, ce système de patrouille, mais on sait toujours qu'il y a des chalutiers en haute mer qui vont faire cette pêche illicite. Vous, à quel niveau vous pouvez intervenir pour faire face? Alors, le niveau au niveau duquel nous intervenons, c'est au niveau de la pêche artisanale. Les chalutiers et tout, ça c'est la pêche industrielle et l'État effectivement a mis en place quand même des outils, des mécanismes qui lui permettent de surveiller à travers ce qu'on appelle la direction de la protection et de la surveillance des pêches. Mais nous intervenons à un niveau plus local, c'est donc la pêche au niveau de la pêche artisanale et plus précisément au niveau des aires marines protégées. Surveiller, oui, il le faut absolument, mais la surveillance classique aussi a montré ses limites. Ça demande énormément de ressources et donc du point de vue efficacité, on a pu constater quand même les limites. Et c'est pour ça un peu que nous essayons d'enclencher un changement d'approche à travers d'abord la cogestion des ressources et à travers une mesure d'accompagnement qui est la surveillance participative. Il s'agit de quoi? Il s'agit de faire en sorte que l'État, dont c'est le rôle régalien donc de surveiller les pêches, puisse aller de concert, l'État à travers les différents démembrements de l'administration, puisse aller de concert avec les communautés locales pour faire respecter les mesures de gestion qui sont prises par les communautés à l'échelle donc des aires marines protégées. Je donne un exemple. Une AMP peut dire, AMP aires marines protégées, une AMP peut dire, nous dans cet espace-là, la pêche est strictement interdite. Dans cet autre espace, la pêche est autorisée, mais avec des moyens sélectifs. Par exemple, le filet est interdit, c'est plutôt avec la ligne que l'on peut pêcher. Et on peut même aller plus loin en faisant des restrictions sur l'accès. C'est-à-dire, on peut dire pas plus de 10 pirogues, par exemple, dans cet espace par jour. Restrictions aussi sur les captures. On dit, par exemple, pas plus d'une caisse par pirogue. Mais pour faire fonctionner tout ça, pour s'assurer que ces mesures, elles fonctionnent, elles sont appliquées, il faut que l'État, à travers, donc, comme je l'ai dit, ces différents démembrements, c'est les agents des pêches, c'est les agents des... Il faut que l'État les accompagne. Voilà. Justement, l'État ne les accompagne pas, c'est ce même État qui est accusé, parce que c'est ce même État qui a vendu à U et à Dia des licences de pêche qui ont complètement bazardé notre océan. Bon, alors, il y a beaucoup effectivement de polémiques sur cette question des licences de pêche. En principe,
c'est les surplus qui doivent faire l'objet d'accords de pêche. Mais vous me permettrez de rester sur cette question des aires marines protégées. Oui. Alors, où cet accompagnement est réel. Oui. Pourquoi? Parce que vous savez que les communautés locales, elles n'ont pas la prérogative, par exemple, de faire la police. Elles peuvent collecter de l'information et tout dans le cadre de la violation des mesures de gestion, mais pour aller au-delà, il faut la présence d'agents assermentés. Et ces agents assermentés, ils sont là pour l'État, c'est l'État qui les a mis en place. L'idée donc, c'est encore une fois de faire en sorte que l'État puisse accompagner les communautés qui, le plus souvent, sont celles qui ont pris les mesures de gestion. Mais justement, Binta, moi, j'aimerais rebondir sur ça, parce qu'on sait qu'au Sénégal, ce sont beaucoup de communautés qui vivent grâce à cette pêche artisanale. Lorsqu'on passe devant le quai de Soumbédioune, on voit que cette centrale qui a été installée par les Marocains, non fonctionnelle jusqu'à présent. À cause de quoi? Des modalités? Aujourd'hui, pourquoi ces facteurs bloquants alors qu'on a besoin de ça pour que les populations puissent vivre normalement? Alors, il est vrai que les contraintes, elles sont nombreuses, elles sont variées. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que nous prônons une approche globale, une approche holistique, qui va permettre de prendre en charge les différentes questions relatives au secteur de la pêche. Nous sommes sur un pan, le pan relatif donc à la réhabilitation des écosystèmes, des habitats, oui, mais également à la restauration de la ressource. C'est d'ailleurs une des fonctions majeures des aires marines protégées. Faire en sorte que l'on puisse arriver en tout cas à une nette amélioration de la biomasse animale, et ça on le voit au niveau des AMP, c'est pour ça d'ailleurs qu'elles sont convoitées, et faire en sorte aussi que les mesures de gestion puissent être appliquées de la meilleure des façons. Bon, est-ce qu'on a assez de sardinelles au Sénégal? Quand la sardine coûte 1000 francs. Oui, c'est trop cher. L'individu, oui, c'est quand même grave. C'est effectivement très cher, alors qu'il y a quelques années, oui, avec 200 francs, vous aviez un seau. Mais est-ce que vous êtes en train de faire la fine bouche? Vous voulez sauver ce qui n'est pas sauvable, parce que dans nos eaux, on n'a pratiquement plus de poissons. Même les petits pélagiques ne sont pas épargnés. Nous vivons de pisciculture. Comment faire pour sauver nos océans? Non, ce n'est pas perdu. Parce qu'on a déjà tué la pêche artisanale, elle est pratiquement morte, elle n'existe plus. Les pêcheurs artisanaux préfèrent prendre les pirogues de fortune pour rallier l'Espagne. C'est vrai que l'aspect raréfaction de la ressource, ça, nous tous, nous l'avons constaté. Oui. Alors, mais la situation n'est pas perdue. La situation n'est pas perdue, et une des clés, c'est justement les aires marines protégées. Et faire en sorte qu'aujourd'hui, pour l'essentiel, les aires marines protégées que nous avons, elles sont côtières. Mm-hmm. L'idée, c'est de faire en sorte que l'on puisse ériger des aires marines protégées en haute mer. Oui. Tout ça, c'est des outils aujourd'hui qui peuvent permettre quand même de réhabiliter les habitats, mais également de restaurer la ressource. Et aujourd'hui, on en voit les résultats. Pourquoi, par exemple, les aires marines protégées sont convoitées par les pêcheurs? Oui. Mais c'est parce qu'il y a quand même un début de restauration de la ressource. C'est parce qu'ils sont conscients du fait que la ressource, elle revient. La diversité biologique aussi, elle revient, parce que les pêcheurs vont vous dire, dans les aires marines protégées, telle espèce, ça fait quoi, 30, 40 ans, on ne l'avait plus vue ici, et aujourd'hui, elle réapparaît. Et donc, on a quand même espoir. Les ne laissent aucune chance aux Oui, mais les chalutiers, ils ne descendent pas normalement. Vous indexez le gaïbès ou bien? On peut indexer le gaïbès? Du tout. Comme je dis, c'est deux niveaux quand même qu'il faut bien distinguer. Oui. Il y a l'aspect pêche industrielle, oui, et je dis que l'État est en train de faire de réels efforts, en tout cas du point de vue de la réduction de la pêche INN, oui, mais il y a l'aspect pêche artisanale. Alors, nous nous occupons d'espèces qui, en dehors de Sardinella aurita, qui est le yaboy maroc, pour l'essentiel, c'est des espèces qui sont côtières. Quand vous prenez par exemple le kobo, Ethmalosa fimbriata, vous l'avez essentiellement au niveau des estuaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous travaillons justement à faire respecter les mesures de gestion au niveau des AMP, on peut arriver quand même à restaurer cette ressource-là. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est ceci. Vous pouvez améliorer l'aire marine protégée. Un des premiers résultats qu'elle va fournir, c'est l'amélioration de la biomasse animale. Mais
si on se confronte à un problème d'espace, il est clair que ces poissons-là vont sortir de l'aire marine protégée et pourront être pêchés en dehors des aires marines protégées. Et donc, c'est quand même un outil et aujourd'hui, en tout cas, on fonde de grands espoirs sur les aires marines protégées pour conserver les ressources marines et côtières. Alors, Binta, donc, c'est pas pour rien qu'il est docteur en environnement. J'espère que ces ANP seront justement protégés comme il faut et que ce sera une sécurité absolue pour cela, pour l'écosystème. Oui. Mais en tant qu'expert en environnement, on sait que l'exploitation du pétrole va être très intensifiée. Vous êtes en train de rire déjà, je savais ce que je veux dire. Donc, par rapport à cette exploitation, si on peut parler de cette pollution aujourd'hui qui va aller crescendo, avez-vous déjà une étude d'impact sur cela pour voir comment on va renforcer justement ces ANP? Vous y pensez déjà? Absolument. D'ailleurs, pour en tout cas aussi bien l'exploration que l'exploitation, des études d'impact environnemental sont effectivement réalisées. Alors, quels seront plutôt les impacts de l'exploitation donc de ces hydrocarbures? Et surtout de la pollution, oui. Oui, absolument. Les gens sont tout le monde est en train d'y travailler. Bien entendu, ce qui s'est passé avant doit nous servir de leçon. Je veux donner comme exemple le delta du Niger, avec donc toute la pollution liée en tout cas à l'exploitation du pétrole. Tout à fait. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est justement d'anticiper sur les conséquences éventuelles de cette exploitation du pétrole et du gaz. Pour le gaz, c'est moins compliqué. Il y a moins de risques avec le gaz, en dehors peut-être d'un risque d'explosion. Mais pour le pétrole, une petite fuite, par exemple, peut contribuer effectivement à, en tout cas, peut avoir un impact négatif sur certains écosystèmes, surtout les écosystèmes fragiles, genre écosystèmes de mangrove ou les herbiers marins. Donc, ce risque est là, mais heureusement que pratiquement toutes les parties prenantes sont aujourd'hui en train de travailler à minimiser quand même les risques autant que possible. Oui. Depuis qu'on entend Ali Haïdar porter le plaidoyer sur les aires marines protégées, sur les mangroves et tout, on n'a jamais vu de changement. En tout cas, le tchéboudienne aujourd'hui est plus cher que le tchéboudienne au Sénégal. Et pour manger du bon tchéboudienne, il faut aller en Europe. Hein. C'est ce qu'on dit en tout cas. Non, c'est vrai que oui, la raréfaction est là, mais faut pas dire que depuis qu'on parle des AMP, il n'y a pas de... Non, il y a quand même des résultats en termes d'abord de conservation, parce qu'aujourd'hui, pour ce qui concerne les écosystèmes de mangrove, le niveau de conservation qu'on a aujourd'hui, il est quand même en bonne partie dû à l'érection quand même d'aires marines protégées. Pour ce qui concerne aussi les ressources halieutiques, comme on l'a dit, pour le cas par exemple du Sénégal, il y a des campagnes de pêche expérimentale qui se font au niveau des aires marines protégées et un des résultats phares, c'est quand même l'amélioration de la biomasse animale, mais également l'amélioration de la diversité biologique. Ça, c'est des résultats probants qui font qu'on a espoir que c'est la solution et ailleurs ça marche. Donc on pense quand même que si on arrive en tout cas à garantir une meilleure gestion des aires marines protégées, si on arrive à les étendre, je pense quand même qu'on peut espérer avoir une nette amélioration de la ressource. Vous avez déjà gagné des combats dans ce sens? Absolument, absolument. Aujourd'hui, en termes d'amélioration de connaissances, comme je l'ai dit tout à l'heure, on arrive à faire collecter de façon harmonisée les données au niveau de la sous-région. Ça, c'est une victoire. Ouais. Au niveau de la gestion des aires marines protégées, aujourd'hui, grâce au renforcement des capacités qui se font, les acteurs en rapport avec l'administration arrivent en tout cas à mieux gérer, disons, les aires marines protégées à travers les mesures de gestion qu'eux-mêmes ils ont prises et qui sont consignées aujourd'hui dans des plans d'aménagement et de gestion. Oui. Ça, c'est des points positifs en tout cas qui nous permettent de penser que en maintenant ce cap, on peut arriver à une bonne réhabilitation des habitats et à une bonne restauration. Et qu'est-ce qui est prévu pour la journée du 21? La pêche.
Alors, pour ce qui concerne l'OAP8, il y a un ensemble d'activités qui sont, comment on dit ça, qui relèvent en tout cas de ce plan d'action-là. C'est essentiellement tout ce qui est renforcement de capacité, tout ce qui est échange avec les différentes catégories d'acteurs, mais tout ce qui est aussi sensibilisation, plaidoyer. Très bien, merci d'avoir répondu à notre invitation. Ben, c'est moi qui vous remercie. Oui, merci. Fatou. Je vous en prie, merci Binta, merci à Monsieur Bienvenu. Oui, merci et excellente soirée, mesdames. Merci, excellente soirée également à tous les téléspectateurs. À demain, Inch'Allah.